Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu spéciale puisque je vais être accompagné de quelqu'un, Grégory Guillemin, qui va être avec nous pour cette vidéo. Salut Grégory. Salut Axel. Voilà Grégory, je t'accueille sur la chaîne parce qu'on va parler, on va faire un tuto pratico-pratique sur comment sélectionner ces ETF. Alors je sais que ça peut intéresser certaines personnes sur la chaîne qui peuvent vouloir acheter des ETF avec Interactive Broker ou même avec d'autres courtiers, puisque Grégory, toi tu utilises principalement Trade Republic, un autre courtier. Effectivement. Et donc, alors Grégory, c'est quelqu'un qui est très intéressant. Il a écrit il a fait une thèse de doctorat en finance, mais il a fait aussi plein d'autres choses. Il a aussi une chaîne YouTube, il a une newsletter. Donc, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour expliquer quel est ton parcours et ce que tu fais dans cet univers un peu de la finance et tout ça? Avec grand plaisir, Axel. Tout d'abord, un immense merci de me permettre d'avoir l'opportunité justement de discuter avec les personnes qui te suivent, qui te regardent de manière très régulière. Donc moi, c'est Grégory, j'ai 35 ans. Vous l'entendez certainement à l'accent, je suis belge et je vis en Belgique après avoir vécu près de 8 années et demie au Luxembourg. J'ai trois passions dans la vie: mes enfants, Gaspard et Harold. Deuxième passion, c'est les balades en VTT également, en forêt, à la montagne, à pied. Et ma dernière passion, c'est de partager mon rêve qui est simple et en même temps ambitieux, c'est d'essayer d'aider 1 million de personnes à débuter en bourse, mieux comprendre la bourse. En gros, j'ai fait 5 ans une école de commerce en Belgique, dont 6 mois à HEC Lausanne en Suisse. Et puis, j'ai l'occasion de faire une thèse de doctorat. Et une grosse partie de ma thèse de doctorat, pardon, ça a été sur l'optimisation de portefeuille. Comment investir de manière pertinente en bourse. Pourquoi j'ai fait ça? Simplement parce que j'ai appris en 2012-2013 que mes parents avaient perdu beaucoup d'argent en 2008. À ce moment-là, la grand-mère de mon épouse avait de l'argent à placer en bourse. Elle me dit: je fais pas confiance à mon banquier. Toi, Grégory, tu as fait un master en finance, tu fais une thèse de doctorat en finance. Tiens, gère mes finances personnelles. Je me sentais pas trop légitime à 24-25 ans de gérer son argent pour elle. Et moi-même, quand j'ai commencé à boursicoter entre 2013 et 2015, en fait, j'ai perdu 60% de mes économies. Donc, toutes les économies que j'avais pu mettre de côté durant mes études, que ce soit bachelor, master, mais également thèse de doctorat, mais je les ai perdues en un peu moins de 2 ans. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, pendant que je perdais de l'argent en bourse, j'étudiais la bourse, j'essayais de mieux comprendre ça. Puis j'ai travaillé pendant 6 ans pour des familles très très fortunées qui ont plusieurs dizaines de millions d'euros au Luxembourg. Et en parallèle, j'ai créé un fonds d'investissement. Et puis il y a 3 ans, j'ai eu l'idée un petit peu folle de me dire: Grégory, tu as 31 ans, qu'est-ce que tu veux faire de tes 5 prochaines années au niveau professionnel? Est-ce que tu aimes travailler pour des familles fortunées? La réponse était oui. Et en même temps, il y avait quelque chose qui me chipotait parce que je travaillais toujours pour les 10, 12 mêmes familles. Et j'avais envie de partager ma passion, mes connaissances, mes compétences à un max de gens. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé la Bourse Make It Easy. Ça, c'est mon site internet, la Bourse Make It Easy, pour justement essayer d'aider 1 million de personnes à mieux comprendre la bourse, les investissements et à devenir plus autonomes. Et c'est pour ça qu'on fait ce tuto ensemble aujourd'hui, pour parler justement d'ETF, de gestion passive, puisqu'il existe finalement plus de 3000 ETF disponibles pour des résidents européens. Comment en fait on peut s'y retrouver et comment on peut choisir quelques ETF et les meilleurs ETF, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Trop bien, tu as fait une transition toute trouvée, donc je propose qu'on passe direct sur ton écran. Tu as préparé en plus pour la vidéo, des petits slides et tout ça pour expliquer les critères importants pour choisir les ETF. Donc je propose de te laisser continuer, à nous expliquer du coup c'est quoi pour toi les critères pour choisir les bons ETF. On va aussi prendre des exemples de bons ETF, à sélectionner et de peut-être éventuellement mauvais ETF. Et à la fin, on pourra aussi voir, en fait, tu as la composition de ton portefeuille. Donc pour les petits curieux qui voudront voir, il y aura carrément les ISIN, donc les identifiants des fonds sur lequel toi tu places ton argent. Donc ça peut être Avec grand plaisir. Donc, moi, je suis toujours très transparent pour les personnes qui me connaissent déjà. Je partage mon portefeuille une fois tous les 3-6 mois sur les réseaux sociaux en toute transparence, simplement parce que je mets pas à jour non plus mon portefeuille tous les mois. Enfin, voilà. Ça n'a pas toujours de l'utilité à mon sens. Donc, avant de parcourir ce que c'est un ETF, ce qui est important juste de rappeler vraiment, c'est qu'un ETF, c'est un fonds d'investissement qui est coté en bourse. C'est-à-dire qu'on peut l'acheter sur une place boursière. Et attention, pour la petite particularité, c'est qu'aujourd'hui, 90-95% des ETF
sont passifs, c'est-à-dire ils ont pour objectif de répliquer le comportement d'un indice boursier comme le CAC 40, le BEL 20, le S&P 500 représentant les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. Mais il existe de plus en plus d'ETF dits actifs. Donc un ETF actif, c'est un ETF qui est géré par une équipe de gestion qui va essayer de battre le marché. Donc là, je fais cette petite parenthèse-là pour vraiment dire, OK, ETF, souvent on l'associe à de la gestion pure passive. C'était le cas il y a 5-10 ans, mais de plus en plus maintenant, il y a des ETF dits actifs. Là, l'idée vraiment, c'est qu'aujourd'hui, mon portefeuille, c'est presque 90% de gestion passive. Donc là, justement, je vais vous partager les meilleurs critères pour justement choisir les meilleurs ETF passifs. Et du coup, Alors, c'est quoi la oui. différence entre un ETF actif et un fonds actif? Du coup, Alors, en fait, c'est la même chose en termes de gestion, que ce soit un fonds ou un ETF, parce qu'un ETF, c'est un fonds d'investissement coté en bourse, donc ça reste un fonds. C'est juste que la structure organisationnelle est différente. Le fonds d'investissement, je passe mon ordre maintenant à 9h29, très bien. Je vais avoir le cours de ce qu'on appelle la valeur liquidative de ce soir, OK? Et je vais avoir l'argent dans les 40, je vais recevoir les titres dans les 48 heures, 72 heures, OK? mmh, Parce que en fonds d'investissement, si je décide d'acheter un fonds d'investissement pour 10 000 euros, le fonds d'investissement doit créer X parts, OK? À Y euros la part, on va dire ça comme ça. Et donc, il va m'envoyer, il va recevoir l'argent et puis il va m'envoyer les parts. Pour un ETF, c'est un fonds d'investissement coté en bourse. Mais imaginons, j'investis maintenant 10 000 euros dans un ETF qui suit le S&P 500. Je l'investis en bourse entre 9h et 17h40 sur une place boursière européenne. Derrière, il y a probablement des vendeurs qui souhaitent le vendre et la transaction peut se faire en quelques secondes ou en quelques minutes, dépendant de la liquidité. Donc, fonds d'investissement actif, c'est une stratégie qui a pour objectif justement de battre un marché, mais on sait que 90-95% des gestionnaires actifs n'arrivent pas à battre la bourse. Un ETF actif, c'est la même philosophie, le même objectif, sauf que l'ETF, il est coté en bourse. Et pourquoi les sociétés de gestion créent justement des ETF actifs pour essayer de venir gratter un petit peu de croissance, de part de marché aux ETF passifs, puisque la majorité des gens ne comprennent pas la différence entre un ETF actif et un ETF passif. L'ETF d'accord. passif, il suit le S&P 500 par exemple. L'ETF actif, il coûte moins cher qu'un fonds actif, mais il a pour objectif d'essayer de battre, par exemple, le Mmh. S&P 500 par un gestionnaire comme JP Morgan, par exemple. Mmh. Et j'imagine qu'ils le disent pas dans leur titre. J'imagine que le fait que ce soit actif ou passif, c'est juste tu vas juste le voir en répercussion des frais Non, ou on va pas le voir dans le titre, mais par exemple, si tu prends mon écran maintenant, on voit, je vais sur le site Just ETF, c'est mon meilleur ami pour choisir des ETF. Je vais en haut à droite si on le veut en français et je choisis français. Et puis après, imaginons que je clique sur sélecteur de ETF. Eh ben, ce que je vais faire ici, c'est que tout à gauche, on verra ensemble plus tard, mais on va voir ici, il faut le temps que ça charge, bien entendu, mais tout à gauche, on a des filtres et en bas à gauche, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle un filtre d'ETF attendre. Voilà, et ça ne répond pas, c'est pas grave, il faut un petit peu le temps, mais en bas à gauche, on va avoir un filtre d'ETF actif ou d'ETF passif, mais ça, je propose d'attendre un petit peu et je mmh. montre ça juste après avec grand plaisir. OK. Bah, écoute, je Ah, propose ben qu'on regarde voilà, donc ouais, ben ça voilà, mais justement, c'est bon. Donc ah oui. ici, par exemple, si je clique sur ETF actif, eh ben, je vois ici qu'il y a quoi? Il y a 158 ETF actifs. Et le plus gros fait quand même 7,6 milliards. Si je clique dessus, eh ben, dans le nom, je ne vois pas que c'est un ETF actif, mais ici, sur Just ETF, qu'est-ce que je vois? Stratégie de gestion active. Donc Mmh. voilà, attention à faire ça, mais on va y venir justement maintenant. Donc, 9 critères, justement, 9 critères importants de sélection. Là, on voit le résumé.
Très bien. Donc, moi, je vais parcourir les différents critères avec vous. Premier critère, c'est la méthode de réplication. Donc, méthode de réplication, donc grosso modo, il y a deux types de grandes réplications, l'ETF, la réplication physique et la réplication dite synthétique. Donc, réplication physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que l'ETF va détenir, par exemple, les 500 actions du S&P 500. Donc, il va les détenir physiquement, il va les acheter. Et donc, moi, en tant qu'investisseur dans l'ETF qui suit le S&P 500, je vais être indirectement copropriétaire, donc pas de manière directe, mais d'Apple, Amazon, ce genre de choses. Et puis, l'avantage de l'ETF physique, c'est quoi? C'est qu'il détient les titres, le risque de contrepartie est limité. Bon, on doit tenir compte des entrées et des sorties de l'indice, hein, puisque tous les 3 mois, par exemple, la société Standard & Poor's va dire quelles sont les sociétés qui rentrent dans le S&P 500, quelles sont les sociétés qui en sortent. Donc, il y a une gestion de l'indice, il y a une gestion de l'ETF qui prend un peu plus de temps. Et l'ETF synthétique, lui, par exemple, un ETF, les ETF sur les États-Unis qui se trouvent dans un PEA, disponibles dans un PEA, juridiquement, ils ne peuvent pas détenir trop d'actions américaines. Ok. Et donc, si il y a un ETF, par exemple, si je prends l'Amundi PEA S&P 500 ESG, si je vais Amundi PEA S&P 500 ESG, mais si je prends cet ETF là, ben, qu'est-ce que je vais voir? C'est un ETF qui a pour objectif de répliquer l'indice S&P 500 ESG, donc qui est un indice plus orienté environnement social et gouvernance, mais qui ressemble très fort au célèbre indice S&P 500. D'ailleurs, on voit Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Tesla et Lilly et tout ça. Et puis ça, c'est les 10 principaux composants de l'indice. Et puis si je regarde le panier de substitution, donc Amundi va investir en fait dans des actions, vous le voyez ici, principalement européennes. Bon, il y a un petit peu ici Linde, il y a un petit peu Nvidia. Et en plus de ce panier d'actions plutôt orientées européennes, va avoir ce qu'on appelle un contrat swap. Ok, donc c'est un contrat avec, dans ce cas-ci, BNP Paribas, avec qui il va échanger des flux financiers. Donc, prenons un exemple concret. Imaginons que le panier de substitution dans lequel Amundi investit gagne 2%, mais que le S&P 500 ESG ne gagne qu'un demi% sur la journée. Eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que BNP Paribas Arbitrage va devoir donner 1,5% à l'ETF Amundi PEA. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Si par exemple le S&P 500 ESG fait 0, disons oui 2%, plus 2%, et que à ce moment-là le panier de substitution ici fait plus 3%. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Fait 1%. Ben alors à ce moment-là, il faut justement que je m'en mêle les pinceaux, pardon. Si justement Amundi qui investit dans le panier substitution gagne 2%, donc le panier fait 2%, mais que le S&P 500 ESG ne gagne que 1%, ça veut dire que Amundi va devoir donner 1% à BNP Paribas Arbitrage. Donc, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est quoi? C'est que cet ETF synthétique, il y a un risque de contrepartie qui est plus élevé, puisqu'une partie du portefeuille est dans ce qu'on appelle un contrat swap, où il y a des échanges de flux financiers entre l'ETF géré par Amundi, dans ce cas-ci, et BNP Paribas Arbitrage. Quel est le risque lié à un ETF synthétique? Premièrement, c'est que BNP Paribas Arbitrage fasse faillite. Donc, le risque, c'est maximum 10% du portefeuille qui peut perdre de sa valeur, puisque le poids de ce contrat financier swap est de maximum 10% de la valeur de l'ensemble de l'ETF. Ça, c'est réglementaire, c'est ça? Ça, c'est une règle effectivement européenne qui existe, donc on ne peut pas aller au-delà. Et deuxième point important, c'est qu'à un moment donné, BNP Paribas disent, mais non, mais moi, je ne veux plus être la contrepartie.
à ce contrat financier, je veux Ah oui, arrêter donc ça. là, ils doivent Et, trouver et, et quelque chose donc d'autre. là, ils doivent trouver une autre contrepartie. Sinon, Mmh. ils ont un portefeuille qui ne se compare pas. Alors, Et voilà, moi je sais que si j'étais résident fiscal français, je n'investirais pas dans des ETF synthétiques, même si le risque est un peu plus élevé, mais le risque est, est quand même très limité. Je ne veux pas faire paniquer des gens pour rien, mais c'est juste mmh, pour comprendre la philosophie. Vous le verrez justement dans les critères d'ETF que je choisis. d'accord. Alors juste pour revenir sur Oui. le quand tu disais qu'il y avait maximum 10 dans le cas, par exemple, où tu prends un ETF, SP500 dans le PEA, du coup, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs contreparties de 10 pour, que ça équivaut finalement au SP500 ou comment est-ce qu'ils Non, gèrent ça? non, ils peuvent avoir plusieurs contreparties, mais si je prends Amundi, c'est maximum 10% de l'ETF et Ah, en entier de l'ETF, c'est pas forcément pour une seule, oui, en oui, swap? en entier. Et donc, ici, si je télécharge la composition des actifs de l'ETF, eh ben, je vais voir en fait dans mon petit fichier Excel qui est en train de s'ouvrir. Qu'est-ce que je vais voir? Je le partage sur l'écran. Voilà. Eh ben, je vois C'est parce que là, méthode 10 synthétique, permettrait nom pas des d'avoir, contreparties du swap. Oui, mais en OK. fait, c'est 10%. Oui, mais il faut savoir que c'est 10%, mais c'est 10% avec des montants notionnels beaucoup plus élevés. En fait, ces Mmh, 10%-là sont si nécessaires, il y a des effets de levier importants et ce genre de d'accord, choses. Et ici, ce qu'ils essayent de faire, c'est investir dans des actions qui ont la plus grande corrélation, le plus grand comportement similaire au S&P 500. Comme ça, d'accord. la différence entre les actions européennes et le S&P 500 n'est peut-être que de 0,5% ou 1% ou 2% Mmh, journalier. Et avec le contrat swap, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, c'est important, voilà, de se rendre compte, par exemple, dans cet ETF-là, il est investi dans quoi? Pas dans 500 sociétés, il est investi dans 58 sociétés, il y a un petit peu de cash, et en plus de mmh. ça, il y a ce qu'on appelle un contrat swap, et donc OK, avec BNP Paribas Arbitrage, mais il peut y avoir plusieurs contreparties, bien entendu, mais l'ensemble des contrats swap doit représenter un maximum 10% au total de la valeur de l'ETF. d'accord. OK, très intéressant. Donc ça, c'est pour moi, voilà, et je le dis, je suis pas résident fiscal français. Est-ce que je le deviendrai un jour? Je ne pense pas, mais voilà, sait-on jamais. Euh, voilà, moi, je privilégie les ETF à réplication physique. Deuxième point, alors, est-ce qu'on prend des parts de distribution? Est-ce qu'on investit dans des ETF distribuants ou capitalisants? Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Donc, un ETF, c'est une grosse bouboule dans lequel il est investi dans 500 actions du S&P 500. Ces 500 actions du S&P 500, certaines fournissent des dividendes. Et le gestionnaire de l'ETF, il a deux possibilités. Soit il capitalise, il garde le cash là, et puis il rachète des actions du S&P 500, il fait grossir la boule de neige, ou soit l'ETF va avoir une part distribuante, et il va dire non, mais en fait j'ai reçu des dividendes, et puis je les distribue à mes investisseurs. Donc, il y a deux parts différentes. Alors, ce qui est assez intéressant, en fait, c'est de remarquer justement la différence en termes de l'évolution du prix de la part. Prenons un exemple très concret avec deux ETF. En bleu, un ETF qui suit le S&P 500, qui est capitalisant ou AC pour accumulating en anglais, et en mauve, c'est le même ETF, mais qui est distribuant. Mais si on prend l'évolution en fait depuis 2010 jusqu'à fin 2022 plutôt, mais qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ah ben la première année, c'est très similaire. Et puis on commence à voir qu'il y a des différences importantes. Il y en a un qui est fait à 307, la valeur de sa part a fait 370%, l'autre 293%. Pourquoi il y a une différence comme ça? Pour deux raisons. La première, c'est que l'ETF, il faut le voir un petit peu comme un gâteau. Et si je commence à donner une petite part du gâteau tous les ans, ben, le gâteau va grandir moins vite, puisque l'année d'après, le gâteau est un peu plus petit et il grandit donc moins vite que le gâteau qui n'a rien donné. Ça, c'est ce que j'appelle effectivement le fait si on investit dans un ETF capitalisant, on va profiter plus vite de l'effet boule de neige. Deuxième point, c'est pour éviter tout frottement fiscal. On aura l'occasion certainement de parler à un moment donné
peut-être pas dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo de fiscalité, notamment pour les résidents belges, ben alors d'enregistrer cette vidéo, il n'y a pas de taxe sur les plus-values, contrairement à nos chers voisins français qui ont la flat tax de 30% sur un compte titre. Et donc, pour éviter, par contre, quand il y a des distributions de dividendes, un résident français ou un résident belge, généralement, va payer la flat tax à un moment donné ou le précompte mobilier en Belgique de 30%. Donc, moi, je préfère toujours investir dans un ETF qui capitalise pour éviter tout frottement fiscal et pour profiter de l'effet boule de neige. Le troisième point, troisième critère, c'est je souhaite, si j'investis dans un ETF sur le S&P 500, je souhaite en fait investir dans un ETF qui investit lui-même dans les 500 actions du S&P 500 et donc être exposé au dollar. Et donc, moi, je vais privilégier les ETF qui ne sont pas couverts, ce qu'on appelle en anglais unhedged, pour profiter de l'évolution des devises. Pourquoi? Simplement parce que si je mets tout mon portefeuille en devise de la zone euro, ok, en euros, et ben potentiellement, si les autres devises mondiales, ce qui arrive depuis 15 ans, s'apprécient par rapport à l'euro, et ben mon patrimoine, mon portefeuille va s'appauvrir par rapport aux autres régions du monde. Et donc, moi, c'est une diversification pour moi, c'est comme une diversification géographique. Je veux profiter de l'évolution des devises et je ne sais pas sur les 3-5 prochaines années si l'euro va faire mieux que le dollar ou le dollar va faire mieux que l'euro. Peu importe, mais j'ai envie de profiter de l'évolution des devises. Donc, c'est pour ça que mon ETF va être ce qu'on appelle non couvert ou unhedged en anglais. Donc là, juste pour préciser sur le non hedgé, ça veut dire que si tu prends un ETF qui n'est pas hedgé, ça veut dire que tu paries sur le fait que, l'euro va être moins fort que les autres devises. Est-ce que c'est ça? Euh, non, Si je c'est devais mettre pas avec des pour moi. termes simples. Oui, pour moi, c'est pas spécialement un pari. C'est simplement, c'est de dire. Pour moi, c'est pas logique d'investir. Par exemple, moi, j'ai 50% dans des actions américaines, dans des ETF qui investissent aux États-Unis. Mais si j'investis Mmh. aux États-Unis et que mon portefeuille c'est 50% aux États-Unis, ben, je veux que ça soit 50% dollars. Enfin, tu vois, je veux que ça soit cohérent. Et Ouais. c'est pour ça. Pour moi, c'est une histoire de cohérence. Le pari, Ah d'accord. j'en sais trop rien. Pour moi, c'est une histoire de vraiment de. Je ne fais aucun pari quand j'investis en bourse, vraiment aucun pari. Et je me dis, bah, vu que 50% de la capitalisation boursière mondiale, ce sont dans des actions américaines cotées aux États-Unis en dollars, Mmh mh. je Mmh. souhaite être investi dans des ETF qui peuvent être cotés en euros. Très bien, un ETF peut être coté en euros, mais dont la devise de base de l'ETF est le dollar et qui ne soit D'accord. pas couvert. Si je prends un exemple très concret sur Just ETF maintenant, mais qu'est-ce qu'on peut voir ici? Si je prends le iShare Core S&P 500, ben je vais prendre ici, le plus gros ici. Donc ça, c'est un ETF, on le voit un petit peu plus loin dans la partie données. On voit ici qu'il est risque de change non couvert contre le risque de change. C'est ce que je veux. Je ne veux pas qu'il soit couvert. Si par contre je prends un ETF S&P 500 Edge, mais qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que entre 2011 grosso modo et 2014, l'euro-dollar a évolué entre 1,34 et 1,28 et est resté très stable. Oui, mais depuis fin 2014, on est maintenant à 1,07. Donc, un Mmh. dollar vaut plus d'euros maintenant qu'il ne valait. Et donc là, tu vois la différence entre les deux. Entre quelque chose, l'ETF qui est hedgé, c'est un ETF dans lequel le gestionnaire va utiliser des produits financiers pour neutraliser tous les effets de change. OK? D'accord. Et c'est assez intéressant quand même sur 13 ans de voir qu'un ETF couvert contre l'évolution des taux de change il est à 367%, l'autre est à 657%. Alors, bien entendu, les 20 prochaines années, si ça tombe, le dollar fera moins bien que l'euro. J'en sais trop rien, je n'ai pas de boule de cristal. Mais mon Mmh. point, c'est vraiment être cohérent en me disant, si j'investis aux États-Unis de manière indirecte dans des actions américaines via des ETF, ben, en fait, c'est logique d'être exposé au dollar, tout Ouais, en simplement. fait, en fait, le fait d'être non hedgé, c'est comme si tu avais, en fait, eu des euros, tu les convertissais en dollars, que tu achètes des actions ensuite en dollars et que ton portefeuille, il est en dollars et donc le moment où tu veux revenir en euros, il faut que tu refasses l'effet inverse pour reconvertir tes euros. Si je vais le comparer, Ouais. c'est un peu comme si quand tu fais des achats, de manière, action individuelle, c'est ce qui se passe, quoi.
Quand si Effectivement. c'est ça. Alors que Donc, l'action pas naturelle, ce serait, en action individuelle, je veux dire, c'est d'investir dans des actions en dollars, mais du coup, de dès qu'on prendre voit des que la produits finan ou alors de prendre des produits financiers qui neutralisent l'effet du dollar. ouais, Et OK. donc, je pourrais perdre sur un an, je pourrais perdre 10% sur un produit financier, un produit de change, et simplement parce que justement, l'euro s'est déprécié par rapport au dollar. Mais d'un autre côté, Mmh je mh. pourrais y gagner si, par exemple, l'euro s'apprécie. Donc Mmh. voilà, moi, c'est D'accord. vraiment aucun pari, c'est dire, ben voilà, 50% de la valeur boursière mondiale, c'est aux États-Unis, coté en dollars. Bah, moi, je veux que 50% de mon portefeuille soit en dollars. OK, ouais, ça fait sens. OK. Quatrième point, c'est l'ancienneté. L'ancienneté, je souhaite investir dans des ETF qui ont minimum 3 ans d'historique. Ça, c'est un point extrêmement important au minimum. Pourquoi? Simplement pour voir si l'ETF suit bien, donc là, je parle toujours d'ETF passif, mais l'ETF suit bien son indice de référence, tout simplement. Il y a énormément d'ETF qui sont créés. Début des années 2000, il y avait 100 ETF dans le monde. Aujourd'hui, on est à 9000 ETF dans le monde. 9000. Parmi les 3000 disponibles pour des résidents européens, il y en a combien? J'avais fait le calcul. Il y en a, ben je vais le voir tout de suite. C'est l'avantage avec Just ETF. Donc, parmi les 3000 ETF ici disponibles pour des résidents européens, ben là, je peux utiliser en fait un critère très très simple sur Just ETF pour pouvoir voir est-ce qu'il y en a certains qui ont des durées de moins de 3 ans ou de plus de 3 ans. Bon, mon ordinateur prend un peu le temps, mais c'est pas grave, j'y reviendrai. Il fait un peu la tête ce vendredi matin. Cinquième critère, les encours sous gestion. Les encours sous gestion, c'est quoi? Je souhaite qu'un ETF ait une taille de minimum 500 millions d'euros sous gestion. Ça, c'est un point extrêmement important. Pourquoi? Parce que faut savoir qu'il existe environ 800, 900 ETF qui ont des encours sous gestion de moins de 100 millions d'euros. Il faut savoir qu'un ETF, généralement, il est rentable pour la société de gestion qui le gère qu'à partir de 200-250 millions. Et pour éviter tout risque opérationnel qu'un ETF à un moment donné soit arrêté, remboursé aux investisseurs et ce genre de choses, ben moi je souhaite dans un de mes critères qu'un ETF ait plus de 500 millions d'actifs sous gestion. Donc, juste pour revenir sur le critère d'avant qui était le critère de l'ancienneté, ben, si on clique ici, ben, on peut voir sur toutes les classes d'actifs, sur les 3000 ETF, ben, on peut voir qu'il y en a 2700 qui ont 2100 qui ont plus de 3 ans. Donc, ça veut dire qu'il y en a 900 qui ont été créés il y a moins de 3 ans. Donc, clairement, ça, C'est énorme. pour moi, c'est énorme et c'est un risque d'exclusion assez important. Les encours, j'en ai parlé. Vous inquiétez pas, on va aller justement sur JustETF pour voir les filtres. Et sixième critère qu'on ne voit pas sur JustETF, mais les performances similaires. Ben, en fait, moi, quand j'investis dans un ETF passif, je souhaite que l'ETF soit une copie conforme qui colle à l'indice boursier de référence. Si mon indice boursier de référence, comme le S&P 500, fait moins 39% en 2008, je veux que mon ETF fasse moins 38,90 ou moins 38,95 ou moins 39,05, mais qui soit une copie conforme Mmh. justement de la performance de l'indice boursier qu'il tend à répliquer. Ça, on ne le voit jamais. Donc, les 5 premiers critères, on le voit sur JustETF. Le sixième critère, on ne le voit pas sur JustETF. Il faut aller sur le site du gestionnaire de l'ETF. Le septième critère, on le voit sur JustETF, c'est le domicile fiscal de l'ETF, surtout pour les ETF qui investissent dans des actions américaines, privilégier les ETF de droit irlandais pour avoir une retenue à la source que de 15%, plutôt qu'une retenue à la source de 30% pour les ETF irlandais, luxembourgeois, mais aussi français. Donc là, à ce moment-là, moi, je préfère toujours les ETF de droit irlandais pour des ETF qui investissent dans des actions américaines. Donc là, on va Parce plutôt que préférer, ouais, c'est ça, dans ce cas-là, des ETF qui vont commencer par IE pour IE, leur voilà, acronyme. c'est ça, plutôt que par LU ou FR. Et puis, il y a OK. rien à faire. Les ETF l'Irlande est le pays numéro un des ETF en Europe. C'est là où je sais pas si c'est 90, 95, enfin,
ou 80, 85 ou 90% des montants gérés sont faits par des ETF irlandais, de droit irlandais. Donc, à un moment donné, oui, je vais privilégier ça. Et là, Mmh. pour une raison purement fiscale, économique et financière, bien entendu. Les frais de l'ETF, alors, j'ai pas de critères d'exclusion en disant si un ETF a des frais de 0,2, 0,3%, 0,4%, 0,5%, donc 1,5%, c'est bien ou c'est pas bien. Pour moi, c'est juste à contrôler pour éviter des mauvaises surprises. Je pourrais prendre l'exemple d'un ETF, rappelle-le-moi Axel, d'un ETF sur l'or dans lequel qui répond à mes différents critères et puis Mmh. qui à un moment donné est plus cher que les deux autres et c'est pourquoi j'investirai pas là-dedans. Encore une fois, moi, je ne donne aucun conseil financier, je donne mon avis en toute transparence ce que je fais, je partage tout en toute transparence. Après, chacun est libre de développer ses propres critères, etc., etc. L'idée vraiment, c'est qu'un maximum de gens deviennent de plus en plus autonomes et comprennent ce qu'ils font avec les ETF. Dernier point, est-ce que ton ETF est disponible chez ton courtier? Ben voilà, ici, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'utilise Trade Republic. Vous copiez-collez le code ISIN et vous regardez s'il est disponible chez votre courtier. Donc, grosso modo, il y a sur les 9 critères, il y en a 2 où vous allez devoir aller ailleurs que sur Just ETF, celui sur les performances similaires et le dernier, est-ce qu'il est disponible chez ton courtier? Et le Est-ce point sur la que disponibilité, ça c'est important parce que des fois on va avoir tendance à copier-coller le titre, de l'ETF et des fois les courtiers ils vont avoir des recherches un peu plus avancées, qui vont juste ah faire des oui, recherches de mots-clés du non, mais nom et ça, ça c'est important. oui, et puis j'avoue que moi, les recherches toujours, moi, ce que je dis toujours dans mes formations, dans mon livre, partout, c'est utiliser le code ISIN. Mmh. Franchement, les noms, c'est désolé d'utiliser ce mot un peu vulgaire, mais c'est merdique. Les mots, parce que des fois, tu mets le nom complet, sur une plateforme, il va te le trouver, sur une autre plateforme, il va pas te le trouver parce qu'il y a eu un raccourci, pardon, il y a eu, je sais pas où je suis, il y a eu un raccourci spécial par rapport à ça. Donc attention par rapport à ces points-là justement parce que franchement c'est quelque chose oui, moi je préfère utiliser vraiment le code ISIN. Le code ISIN, c'est vraiment le plus simple, Mmh. le plus efficace et ça se trouve via JustETF. Est-ce que OK. Axel, tu as des questions avant justement d'aller naviguer ensemble sur JustETF? Bah, non, justement, parfait. Moi, l'idée, ouais, c'est qu'on regarde un petit peu sur JustETF. Comment toi, tu ferais ta sélection, en temps réel? Qu'on voit peut-être un ETF, un exemple de bon ETF, un exemple de mauvais ETF, par exemple, ou en tout Ok, cas un ETF qui révèle des points de suspicion que toi, tu nous avais, que tu nous avais relevés. ok, super. Donc, on va sur le site justetf.com. Je reprends de la base. Comme ça, je vous montre une dernière fois. justetf.com/fr. Vous cliquez sur sélecteur d'ETF. OK. Et puis, après avoir cliqué sur sélecteur d'ETF, ben là, vous allez voir quoi? 3027 ETF disponibles. Choisissez, peu importe le pays de résidence dans lequel vous êtes, mais choisissez toujours France et français. Donc en haut à droite avec le petit bonhomme, vous allez tout en bas, vous choisissez le pays France, le pays français. Pourquoi? Parce que c'est là où le plus d'ETF sont enregistrés en Europe. Donc franchement, c'est le plus simple de faire cela et ça n'a aucun impact après que vous soyez en Belgique, Luxembourg, Suisse ou ailleurs. Mais là, on parle vraiment bien des ETF pour des résidents européens. Puisque s'il y a certains Canadiens qui te suivent, Axel, alors à ce moment-là, il y a d'autres sites que justetf.com parce que justetf, c'est vraiment pour des résidents européens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginons, moi, Grégory Guillemin, j'ai envie d'investir dans un ETF qui suit le S&P 500. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Donc, en haut à gauche, on va voir justement les différentes classes d'actifs des ETF actions, obligataires, des ETF sur les métaux précieux, matières premières, crypto-monnaies, immobilier, marché monétaire. Et en bas à gauche, on va voir des filtres qu'on va utiliser justement ensemble. Donc, au niveau des actions, prenons un cas très simple, je souhaite investir dans un ETF action qui est investi dans le S&P 500 parce que je connais déjà l'indice. Donc là, à ce moment-là, je vais aller choisir l'indice. On le voit, hein, 1150 indices juste pour des ETF actions. T'imagines Mmh. analyser tous ces indices-là? Extrêmement, extrêmement compliqué et il y a plein d'indices qui existent et Surtout que qui, tu as des en fait, variantes.
Ouais, Et il y a SP500, plein de c'est vrai variantes qu'on différentes. S&P 500, tu as plein de variantes différentes. Voilà, moi je prends l'S&P 500 de base, le classique qui existe depuis le plus longtemps, je le sais Excel. Et là, vous allez me dire, tu vas me dire Axel, mais en fait il y en a 27, lequel choisir? Eh bien justement, c'est pour ça qu'on met en place des critères. Je souhaite qu'il soit investi, qu'il ait une durée de vie de plus de 3 ans. Je souhaite qu'il soit capitalisant. Je clique sur capitalisation. Je souhaite qu'il ait plus de 500 millions. Ok. Je souhaite qu'il ait une réplication physique complète ou physique par échantillonnage, mais une réplication complète. Domicile du fonds, je souhaite qu'il soit en Irlande. Très bien, de toute façon, il n'y a que ça. Couverture de change non couvert. Très bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a déjà 6 ETF là. Et il y avait l'histoire des frais, mais les frais, on ne voit pas. Donc voilà, 6 fils que j'ai utilisés sur les nœuds. Et il y en a 2. Alors, lequel il faut choisir? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà cliquer sur les 2 et on va aller en haut à droite et on va cliquer sur afficher la comparaison détaillée dans la sélection. On clique dessus et là, JustETF a mis à jour cette partie-là. C'est vraiment très bien fait. Et là, on peut voir, vous voyez, il y a de l'orange, il y a du ah oui, c'est bleu. vraiment hyper, Et proche, en quoi. fait, sur 3 ans, le iShare fait 44,47%, l'autre fait 44,80%. Sur 5 ans, le iShare fait 105,94%, l'autre fait 106,89%. Depuis le début, un fait 115,27, l'autre fait 115,78. Et là, on pourrait se dire, bon, bah, en fait, c'est vraiment un copier-coller, il n'y a presque pas de différence. Eh ben, un point important, on voit ici le cours de l'ETF, ici le cours à 540 euros, le cours à 91 euros. Voilà, ça c'est le cours, ça n'a aucun impact sur la performance directement. La place boursière, la place de Francfort, la place de Londres, la taille du fonds, 84 milliards, 12 milliards. Les frais totaux, 0,07, donc c'est la même chose. Et vous voyez que c'est exactement la même chose. Hein. Il suit l'indice S&P 500, c'est un ETF action, réplication physique, monnaie du fonds en dollars, non couvert contre le risque de change. La différence importante et pourquoi moi je sais plus si c'est, enfin ça doit être 60 000 euros dans cet ETF-là, eh ben, pourquoi j'ai investi là-dedans, la iShare Core S&P 500, simplement parce qu'il a été créé en 2010 et quand j'ai commencé à investir dans des ETF en 2020, cet ETF-là, qui a été créé en 2019, ne respectait pas le critère des 3 ans. Mmh. Alors oui, maintenant il le respecterait, mais je ne vais pas commencer à faire un achat et vente, potentiellement engendrer des taxes, parce qu'en résidant en Belgique, il y a la taxe sur les opérations de bourse et engendrer des frais de courtage. Ça n'a pas de sens. Donc je reste sur le plus gros et j'investis là-dedans. Donc c'est vraiment les deux mêmes. C'est comme si Axel, tu avais envie d'acheter, soyons fous, une Mercedes et tu as deux garages. Le garage Axel Paris et le garage Grégory Guillemin qui vendent des Mercedes et les mêmes Mercedes. Ils se fournissent chez le même fournisseur, mais c'est voilà, deux garages différents. Ben là, c'est exactement la même chose. Tu as deux gestionnaires qui gèrent un ETF chacun, qui suit le S&P 500. La pondération est la même. Si on regarde un petit peu les positions, on le voit. Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, tout ça, c'est la même, ce sont les mêmes poids, ok. C'est la même chose, sauf que l'un est géré par iShares, qui fait partie du groupe BlackRock, le plus gros gestionnaire du monde, avec 10 000 milliards de dollars sous gestion, et Vanguard, qui est le deuxième plus gros gestionnaire du monde, avec 9 000 milliards de dollars sous gestion. D'accord. Donc, Un point aussi qu'on n'avait pas oui, évoqué, mais là j'y pense, parce qu'en voyant dans le titre des ETF, c'était le fait que ce soit des ETF UCITS. Comme, JustETF, ne liste que des ETF européens, est-ce que tous les ETF sont UCITS? J'ai un Oui, la ça, réponse est oui. La réponse est OK. oui. Donc, quand vous voyez un ETF, si vous tapez sur peut-être, oui, Interactive Brokers, Ouais, on n'a pas iShares, forcément. S&P 500, là, il y a plein d'ETF qui ne sont pas UCITS. C'est vraiment des ETF dans lesquels il ne faut pas investir parce que fiscalement parlant, c'est un petit peu Mmh. embêtant. Mais c'est juste Et qu'on peut donc, pas en fait. Le courtier nous bloque et en fait, tant qu'on est considéré comme un investisseur non professionnel, en fait, on ne OK. peut pas, d'un On point de vue peut pas. réglementaire. Mais il y a certains courtiers, pour l'avoir expérimenté, qui l'autorisent. Hein. Mais C'est pas normal ça, c'est pas non, normal. non, mais effectivement, c'est pas normal, mais ça, c'est un problème interne chez eux qui n'ont pas Mmh. résolu. Mais tous les ETF doivent terminer par UCITS
ETF. Ok. Dans les noms des ETF. Si c'est UCITS, vous savez que c'est un ETF de droit irlandais, que fiscalement parlant, c'est plus intéressant, effectivement, c'est moins contraignant qu'un ETF de droit américain. Voilà, après un ETF, l'iShare S&P 500 de droit américain, il y a 600 ou 700 milliards de dollars. Mais voilà, c'est pour des résidents américains ou des résidents asiatiques. Eh ben, il y a la même version pour des résidents européens qui est basée en Irlande. Ok. Donc ça, c'était un exemple d'ETF. Si je reviens dans ces lecteurs d'ETF, et justement, imaginons, est-ce que toi, Axel, tu as investi dans de l'or? Moi, j'investis pas dans l'or, mais c'est vrai que c'est un bon exemple parce que toi, une partie de ton portefeuille, je crois que tu as un ETF en or, non? C'est ça? J'ai un doute. Non, j'en ai pas en or. J'en ai Ah, pas ok. en or, mais il y en a certains qui veulent investir dans l'or comme coussin de sécurité, notamment quand le Mhm. marché fait moins 30, moins 40%. Entre octobre 2007 et mars 2009, le marché américain a fait moins 55%, le S&P 500, l'indice américain, et l'or a fait plus 25%. Donc l'or peut servir clairement de coussin de sécurité. Ben, imaginons que tu souhaites investir dans l'or, tu cliques sur métaux précieux, tu cliques dessus, et puis après, tu vas mettre les différents critères. Plus de 3 ans, capitalisant, plus de 500 millions, réplication complète, Irlande, Jersey, peu importe, non couvert, super. Et là, ben, j'en ai pas mal. J'en ai Hmm. quelques-uns. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, moi je prends souvent parmi les 3 ou 5 premiers, je vais prendre les 3 premiers, je vais mettre afficher la comparaison détaillée dans la sélection. Et puis, je vais regarder un peu les performances. Ah, sur 5 ans, sur 3 ans, l'Invesco fait 44,38, l'autre 43,99, l'autre 43,21. OK. Sur 5 ans, 73,21, 72,67, 71,06. OK. Depuis le début, 107,80, 108,48, 103,52. Donc là, c'est assez intéressant. Le Wisdom Et une grosse. Tree a 2, 3, 4, 5% de différence. C'est pas que c'est un ETF mauvais, pas du tout. Mais c'est bon. Pourquoi? Et d'ailleurs, on le voit, le bleu et l'orange sont au-dessus effectivement du rouge. Alors pourquoi? Ben, si on regarde un petit peu plus loin, l'Invesco a 0,12% de frais, l'iShares aussi, et le Wisdom Tree a 0,39% de frais. OK? Et il a été créé il y a bien plus longtemps. OK? Et depuis lors, il n'a pas changé sa politique de frais, mais vous voyez l'impact des frais que ça peut avoir. Juste l'impact de 0,2%, ben depuis, je sais pas, 11 ans, 12 ans, ça représente quand même 4-5%. C'est pas dramatique, hein, mais c'est juste pour expliquer pourquoi ce ne sont pas des performances en mode copier-coller, simplement parce qu'il y a des frais appliqués qui peuvent être différents. Un Hmm. point important sur l'or, toujours vérifier, je vais prendre ici, je vais revenir juste avant, pour aller justement parce que pour le moment, je vous ai montré l'outil de comparaison détaillée, mais un point sur l'or, je clique sur Assurance Physical Gold, ben, c'est important d'aller dans la fiche du produit. Ben, ce qui est important, c'est de voir une réplication complète et de lire que ici, justement, que l'ETC, parce que ça s'appelle un ETC, Exchange Traded Commodity, reproduit la performance de l'indice sous-jacent, c'est-à-dire l'or, au moyen d'une obligation adossée à des actifs qui est garantie par la détention physique du métal précieux. Donc, derrière ce fonds d'investissement passif, derrière, iShares va acheter de l'or physique. Comme ça, si iShares venait à faire faillite, il y aurait de l'or physique pour venir justement servir de garantie aux actionnaires de l'ETF. Donc, c'est une réplique. Donc ça, c'est un point extrêmement important quand on investit dans un ETF qui suit des matières, des métaux précieux, par exemple, ou des matières premières, voir justement le type de réplication. Matière première, si on va sur matière première, je pense, si ma mémoire est bonne, il faudrait que je mette métaux précieux, que je retire et que je retire. Est-ce que je peux voir matière première? Non, je ne le vois pas. Yop, matière première, un petit instant. Voilà, matière première Ah oui, c'est bon, ici, là, tu le vois. Ouais. matière première 82. Bah là, à ce moment-là, je vois que j'en ai 80 qui sont synthétiques.
Donc c'est normal, les matières premières, vous imaginez un ETF qui investit J'achète du jus d'orange. dans du pétrole, du jus d'orange, du blé et tout ça, il n'a pas envie d'être livré à un moment donné, il n'a pas envie de réceptionner ça. Et on a qu'un qui a une réplication complète, est-ce que je le connais ou pas? Ah oui, bon, sur une réplication Au carbone. physique sur le charbon, mais de toute façon, il pèse pas grand-chose. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que c'est important de regarder les frais et d'aller justement en haut à droite, cliquer sur afficher la comparaison détaillée dans la sélection et de voir quelque chose. Et Super. puis, imaginons encore deux petits exemples, si ça convient pour tout le monde. Imaginons qu'on souhaite investir dans un ETF sur des small cap, mais on connaît small cap, donc des petites sociétés cotées en bourse, mais on ne connaît aucun indice, aucun indice small cap, ok? Ben, on va utiliser le moteur de recherche small cap, on clique dessus, enter, on voit que j'en ai 38 et je dis, mais moi, je veux des small cap quoi? Je veux des small cap de la zone euro, en Europe, ok? Là, je vais mettre région Europe, ok? Et puis là, je vais utiliser mes critères. Plus de 3 ans, capitalisation, c'est un peu dogmatique comme ça, plus que 500 millions, réplication physique par échantillonnage ou complète, c'est une réplication physique. Irlande, Luxembourg, ça ne change pas. Non couvert, très bien. Eh ben, j'en ai deux. Le X-Trackers MSCI Europe Small Cap et le MSCI EMU Small Cap. Je clique dessus, je vais venir les comparer ensemble pour voir un petit peu c'est quoi la différence entre les deux. Je vois qu'il y a une différence en termes de frais notamment. Un est à 0,30%, l'autre est à 0,58%. Je vais supprimer ici les anciens ETF que je voulais comparer sur l'or. Je supprime celui-là, je supprime celui-là et je supprime celui-là. Voilà. Et là, c'est assez intéressant de voir sur un an, il y en a un qui fait 9%, l'autre qui fait 13,72%. Sur 5 ans, un qui fait 35,29 et l'autre qui fait 38. Est-ce que tu as une idée, Axel? C'est quoi la différence entre les deux? Je dirais que là, en regardant les noms des ETF, il y a MSCI Europe Small Cap et ensuite MSCI EMU Small Cap. Donc je pense que c'est pas le même indice qui a été appliqué, je Exactement. dirais. Donc, quand on ne sait pas, souvent quand vous voyez des différences comme ça peut être expliqué soit par les frais ou effectivement toujours bien lire le nom de l'ETF. Si vous tapez sur Google MSCI Europe Small Cap, vous allez tomber sur un fichier PDF qui explique ce qu'il y a à l'intérieur de cet indice-là. OK? Si vous tapez MSCI EMU Small Cap, MSCI EMU Small Cap, eh ben, voilà, MSCI Europe Small Cap, ça arrive. EMU Small Cap, ça va arriver également. Eh ben, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Ben, on va regarder, c'est quoi? Ben là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 15 pays développés en Europe et on voit qu'il y a 881 sociétés. Et on voit qu'il y a des pays comme la Grande-Bretagne, comme la Suède, comme la Suisse. Si je prends EMU Small Cap, eh ben, qu'est-ce que je vais avoir? EMU, c'est European Monetary Union, OK? Et donc là, à ce moment-là, je vais avoir uniquement des actions, des petites sociétés, OK, mais de la zone euro tout simplement. Alors que ici, on est sur l'Europe, entre guillemets, le continent et la Grande-Bretagne, avec, on voit déjà UK et Suisse et Suède, on est à 50% du portefeuille de l'indice. Et ici, sur EMU Small Cap, on peut voir quoi? On peut voir qu'il n'y a pas UK, il n'y a pas Sweden, il n'y a pas Suisse. Donc, deux indices différents. OK? Et là, c'est Mmh. vous, en tant qu'investisseur, vous devez dire, est-ce que moi, j'investis que dans la zone euro ou dans l'Europe en général et je ne prends pas de biais? Moi, je préfère investir dans ce type d'ETF qui prend en compte toute l'Europe globale et qui ne prend pas des biais en disant je ne prends pas la Suisse, je ne prends pas le UK, je ne prends pas la Suède. Non, moi, c'est en Europe en général, c'est ce à quoi je veux être exposé. Dernier exemple d'ETF, peut-être de mauvais ETF. Donc, si je vais dans sélecteur d'ETF, très bien, et je vais me dire, je veux investir dans un ETF obligataire, très bien, donc qui suit des obligations.
Là, je vais choisir le pays, par exemple, les États-Unis. Très bien, je choisis les États-Unis. Je vais prendre la duration, la notation sub-investment grade. Ça veut dire des obligations dont la note de crédit est inférieure à triple B. Ça veut dire quoi concrètement? C'est des obligations qui ont une probabilité de faire défaut et de ne pas rembourser leur dette qui est plus importante que d'autres. Et c'est assez intéressant parce que si je prends certains ETF ici, ben voilà, l'Invesco High Yield Fallen Angel, par exemple. Alors, je ne sais pas depuis quand il a été créé, disons ici plus de 3 ans. Hop, oui, ben voilà, imaginons que ce soit celui-là. Eh ben, je vais cliquer dessus. Imaginons qu'il satisfait les différents critères, ok? Et je veux voir, en fait, où j'ai pas pris l'exemple tout à l'heure avec le S&P 500, mais si vous copiez-collez l'ETF du S&P 500, que vous allez sur le site de BlackRock, vous allez voir en fait que la performance de l'ETF est similaire, c'est exactement la même que la performance de l'indice, donc pas de problème. Mais pour des ETF obligataires, parfois, ou pour des ETF qui investissent dans des actions des petites sociétés ou dans des petits secteurs ou ce genre de choses, il peut y avoir des différences. Là, à ce moment-là, vous copiez-collez le code ISIN, vous allez essayer de trouver le site. Alors, est-ce que je vais le trouver là? Si je le trouve pas, j'ai un autre exemple, vous inquiétez pas en tête. Invesco Website, ça doit être celui-là. Je clique sur le site de l'asset manager ou du gestionnaire d'actifs. Là, je vais dire que je suis un investisseur dit institutionnel. OK, très bien, je confirme, je clique dessus. Pourquoi je dis ça? Simplement pour avoir accès aux données. Si je dis que je suis un investisseur privé, parfois, il ne me donne pas accès aux données. Et donc, le but, simplement, ça va être d'aller sur le site du gestionnaire de l'ETF pour voir un peu sa performance. Donc, je clique sur performance et pour voir si sa performance est similaire à celle de l'indice qu'il tend à répliquer. Je clique sur performance et qu'est-ce que je peux voir? Ok, mais je peux voir. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je peux voir. Imaginons, je vais prendre sur 5 ans, ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Non, sur un an, c'est ce qu'on voit mieux. Non, on voit pas mieux. Ça, voilà, je vais faire comme ça. C'est assez mal fait, là, j'avoue, parce qu'on démarre pas du début. Donc, c'est un petit peu mal fait si je prends depuis plus longtemps. Voilà. Mais imaginons, on va faire simple. Imaginons effectivement que il commence au même moment, ok? Et donc, ici, on a le nom de l'indice. Et ici, on a la valeur totale, parce que ici, c'est un ETF qui distribue, et donc c'est la valeur du prix de l'ETF plus les montants des dividendes, ok? Et donc la valeur totale ici. Là, on peut voir que la valeur totale ici, ben, en fait, on ne voit pas en Elle s'écarte. pourcentage, donc elle s'écarte. Mais j'ai un autre exemple ici, iShares High Yield Fallen Angel. Un autre exemple, mais pour ben voilà, ici, que je peux voir, qui est UCITS, qui est géré par iShares dans ce cas-ci. Mais je vais sur le site de iShares, je vais performance. Oui, voilà, c'est en néerlandais, donc je vais dans rendement, peu importe. Et je vais ici mettre comparer. OK, très bien. Peu importe la langue que vous utilisez, mais vous cliquez sur comparer parce que le but justement, c'est d'avoir un petit graphique comparatif. Et qu'est-ce qu'on va voir? Ben voilà, là c'est un peu mieux. On va voir un ETF qui a pour objectif de suivre un indice et l'ETF sur je dirais sur 10 ans, on va dire ça comme ça, plus ou moins 10 ans, ou 9 ans, 8 ans, allez, 8 ans, c'est 8 ans exactement. L'indice fait plus 60% et le TF fait 51,55%. Donc, attention à certains types d'ETF. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo YouTube, les 4 risques des ETF, d'ailleurs qui a été le plus vu, où j'explique 4 risques importants des ETF. Et celui-là, c'est ce que j'appelle le risque de liquidité. Pourquoi? Ben parce que c'est un ETF qui investit dans des obligations qui sont très risquées et que quand il y a des gros stress sur les marchés financiers, notamment au niveau des obligations, si tout le monde veut vendre l'ETF,
mais que derrière, l'ETF n'est pas capable de vendre les obligations parce que les obligations sont moins liquides que les actions, il peut y avoir des différences importantes entre la valeur, le cours de l'ETF et la valeur de l'indice. Et ces différences-là créent justement des petites différences, créent une plus grosse différence à moyen, long terme. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il n'y a personne qui parle de ce risque-là. Ça, j'en suis convaincu puisque je suis le seul à en parler. C'est une des raisons, et c'est la raison principale pour laquelle je n'investis pas dans des ETF obligataires. Si à un moment donné, vous voulez un petit tuto sur sélecteur d'ETF et tout ça, sur les obligations, j'ai également 2 vidéos sur ma chaîne YouTube que vous pouvez regarder. Mais voilà. Donc, je pense qu'on a fait vraiment le tour avec le S&P 500, avec des ETF sur l'or, avec la différence sur le small cap utilisé important quand vous cliquez sur sélecteur d'ETF. Utiliser le moteur de recherche, les classes d'actifs et puis les filtres ici que je mentionnais. Et puis si tu as d'autres questions, Axel, j'y réponds maintenant. Ou vous posez vos Super, questions franchement, en commentaire et j'y répondrai aussi en commentaire. oui, voilà, donc posez toutes vos questions si vous avez des questions vraiment techniques, parce que ce qui est cool, c'est qu'avec Grégory, c'est que c'est très technique, c'est très poussé. Moi, ma dernière question, c'était, pour les petits curieux, on en a parlé au tout début, mais qui veulent connaître un peu le détail de ton portefeuille, où est-ce qu'ils peuvent connaître, la composition de celui-ci? Parce que voilà, maintenant, on sait que tu as bien, on va dire, épluché les ETF. De quoi est composé ton portefeuille? Où Oui, est-ce qu'on peut se retrouver? Et puis ben, aussi, dernière question, où est-ce qu'on te retrouve si on veut suivre tes contenus et qu'on veut te suivre, quoi? ok, bah alors c'est très simple. Vous tapez les tutos de Greg sur Google, peu importe votre moteur de recherche. Et ben vous voyez justement ma newsletter. Ben, ça fait la semaine prochaine, j'écris, je pense, ma 80e édition. Donc ça fait 1 an et demi maintenant que j'écris chaque semaine à plus de 8000 personnes. Et tous les 3 ou 6 mois, je mets à jour mon portefeuille. La dernière fois que je l'ai fait, c'est dans la newsletter du 4 juin, ok? Et vous voyez ma petite tête, j'aime bien partager ma vie aussi, hein, en toute transparence, avec grand plaisir pour celles et ceux que ça intéresse. Et là, vous voyez mon portefeuille total, ma gestion budgétaire, mes allocations d'actifs géographiques et mon portefeuille. Et si vous cliquez dessus, bah, vous allez voir, alors là, ça se voit assez mal, mais on va pas faire un zoom. On voit mes différents ETF. J'ai quelques fonds actifs ici, mais j'ai eu des petits changements parce que j'ai vendu des fonds chinois, voilà, pour acheter des ETF chinois. C'est assez rare que je fasse ça, mais j'avais encore à ce moment-là 20% de fonds actifs. Mais on va se focaliser sur les 80% de fonds passifs. Vous voyez 10 fonds passifs avec les codizines. Et voilà. Et ça, maintenant, à l'heure d'enregistrer cette vidéo, c'est plus 161 000 euros, mais ça représente 178 000 euros. Peu importe la gestion passive, mais c'est juste vraiment pour vous dire, prenez le temps. Ces différents ETF répondent bien entendu aux 9 critères qu'on a évoqués. Prenez le temps de voir si ça a du sens pour vous. Hein. Ça sert à rien de faire un copier-coller de mon portefeuille parce que, par exemple, j'investis 15% en Chine. Hein, et il y a des gens qui sont pour la Chine, des gens qui sont contre la Chine, des gens qui veulent juste répliquer le marché chinois parce que Hong Kong, Shenzhen, Shanghai représentent 15% de la capitalisation boursière mondiale. Donc, prenez le temps, bien entendu, de faire vos recherches. Mais dans ma newsletter, vous avez énormément d'informations. Et puis, la deuxième source où vous pouvez aller voir justement plein de tutos pratico-pratiques, et c'est aussi pour ça qu'on a accroché Axel ensemble, parce que justement, tes vidéos, c'est pas uniquement des vidéos pour faire du bling-bling et faire des vues, c'est des vidéos où tu partages ton écran, et j'adore ça. Et ben moi, sur Grégory Guillemin, sur YouTube, vous me voyez, attention Axel, je te rattrape, hein, à mon rythme, bien entendu, et vous voyez en fait sur 35 vidéos que j'ai sorties, je pense, il n'y en a qu'une seule où il n'y a pas un partage d'écran. Sinon, tout le reste, il y a un partage d'écran parce que justement, c'est des outils pratiques. Comment on trouve les meilleurs ETF obligataires? Est-ce qu'il faut investir en or? Aller sur Just ETF obligataire pour comprendre justement comment on sélectionne les ETF obligataires, les risques justement dont personne ne parle, etc., etc. Donc voilà, prenez le temps justement de découvrir ma newsletter, les tutos de Greg, et ma chaîne YouTube. Et avec ça, vous allez déjà avoir des bases très solides. Et puis, surtout, poser des questions parce que vraiment, je prends le temps, et d'ailleurs, ça me prend une demi-heure à 1 heure tous les 2-3 jours, de répondre à tous les commentaires sous mes vidéos YouTube pour qu'un max de gens puissent comprendre, puissent être autonomes et puissent voler de leurs propres ailes. Donc voilà, c'est ça qui m'anime.
Super, bah, merci beaucoup Greg pour, cette très, très grosse vidéo, très complète et tout. On a eu plein de choses. Bah, encore une fois, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et allez voir, bah, ce que fait Greg sur sa chaîne, sur sa newsletter, si ça vous intéresse. Merci Greg et à une prochaine. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.